Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité. C'est tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Michel Barnier promet un gouvernement équilibré, représentatif et pluriel. Clin d'œil à la gauche plurielle époque Jospin, mais sa légitimité est plus fragile. Quels seront ses premiers chantiers? Peut-il échapper à l'abrogation de la réforme des retraites que le Rassemblement national veut inscrire au calendrier parlementaire dès la fin octobre? L'obsession présidentielle de tous les camps politiques peut-elle nous conduire à une crise de régime? Réponse dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, c'est un roman d'espionnage que l'on va vous raconter, celui de Pavel Durov, le patron de Telegram, arrêté en France pour les contenus illicites, notamment pédophiles, publiés sur son réseau social, se défend en affirmant qu'il collabore avec les services secrets français dans la lutte antiterroriste et son avocat affirme qu'il respecte les règles européennes. Telegram se conforme en tout point aux règles européennes concernant le numérique. Il est modérateur dans les normes identiques aux autres réseaux sociaux. Et enfin, j'ajouterai qu'il est totalement absurde de penser que le responsable d'un réseau social puisse être impliqué dans des faits criminels qui ne le regardent pas ni directement ni indirectement. Qui est Pavel Durov? Pourquoi a-t-il obtenu la nationalité française il y a 3 ans? Son arrestation marque-t-elle le début de la fin de l'irresponsabilité des géants d'Internet? Beaucoup de thèmes passionnants à aborder, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, le Premier ministre face à ses amis républicains. Ils ont choisi les montagnes savoyardes comme décor de leur journée parlementaire. Cécile Sixou. Nous ne participerons pas à des coalitions gouvernementales. Avant l'été, Laurent Wauquiez, tout juste élu chef du groupe LR à l'Assemblée nationale, était catégorique. Les LR, dans une coalition, jamais. Mais hier, changement de discours, députés et sénateurs LR ont donné leur go. Ils feront bien partie du gouvernement Barnier. Un revirement, mais surtout un soulagement pour plusieurs parlementaires de la droite qui étaient pour. C'est un moment inattendu, mais qu'un certain nombre d'entre nous souhaitaient. Et ça fait plusieurs mois que j'espérais que nous formions cette coalition pour sortir de la crise. C'est vrai qu'il y a eu en 2 mois une évolution dans les réflexions. Moi, j'ai fait partie des premiers qui pensaient réellement qu'un travail stratégique d'union était nécessaire. Il fallait penser plutôt à l'intérêt général qu'aux perspectives politiques de 2027. Ce nouveau cap chez les LR est principalement dû à la personnalité du Premier ministre Michel Barnier, issu de leur famille politique. C'est Michel Barnier qui a été choisi pour ses qualités personnelles, d'écoute, de respect, de capacité à faire travailler des gens différents ensemble. Et voilà, on doit jouer notre rôle, défendre nos convictions. Mais d'ailleurs, moi, je n'ai pas de doute sur le fait que Michel Barnier porte lui-même nos convictions depuis quelques années déjà. Des convictions portées par le Premier ministre, visiblement, Michel Barnier a déjà donné des gages à la droite sur son programme politique. À partir du moment où le Premier ministre nous dit que l'essentiel de notre pacte législatif sera repris dans son programme de gouvernement, il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance, puisqu'on travaille ensemble depuis très longtemps. Accueilli très amicalement par sa famille politique à Annecy, beaucoup d'entre eux pourraient rentrer dans votre gouvernement? Soyez pas impatients. Il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine avant de connaître le casting gouvernemental. Michel Barnier peut-il composer un gouvernement pluriel? Voilà le thème de notre débat avec Valérie Lecable. Bonsoir, bienvenue. Thomas. Vous êtes éditorialiste politique sur le site lejournal.info. Béatrice Gibelin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes géographe, directrice de la revue Hérodote. Vincent Couronne, bonsoir, bienvenue à vous, chercheur en droit public et directeur du média Les Surligneurs. Et Sophie Dravinel, bonsoir Sophie. Bonsoir Thomas. Éditorialiste politique à mes côtés tous les mardis et jeudis. Absolument. Pour cette saison et c'est un grand plaisir. Alors, on démarre sur les LR. Peut-être une réaction à notre reportage d'ouverture. Après 12 ans loin des ministères, Valérie Lecable, j'imagine que les candidatures doivent s'empiler sur le bureau de Michel Barnier. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison, Thomas. Les LR, ils sont impatients de retourner au gouvernement. C'est un parti à la base de gouvernement et qui est resté dans l'opposition depuis d'extrêmement longues années. Donc, le fait que Laurent Wauquiez ait changé de paradigme, comme ça a été dit pendant votre reportage, et qu'il ait finalement décidé de participer au gouvernement de Michel Barnier après une entrevue très remarquée avec Gérard Larcher,
Bruno Retailleau et lui-même il y a déjà quelques jours, autour de ce pacte législatif sur lequel ils ont travaillé pendant l'été et sur lequel apparemment il y a eu des points d'accord, fait qu'il y a pléthore effectivement de candidats, notamment pour ces fameux grands postes régaliens sur lesquels, que ce soit la justice, l'intérieur, l'éducation nationale, j'en passe, et sur lesquels le travail aussi, sur lesquels il y a, je pense, plusieurs candidats pour un seul poste. Ouais. Béatrice Gibelin, les LR sont-ils en position de faire monter les enchères avec Michel Barnier sur le contenu, sur les réformes? Ça me semble une évidence. Qu'ils sont en situation. Sinon, oui, mais ils sont en demande aussi. Ils sont en demande de ministère. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr qu'ils sont en demande de ministère. Mais Barnier a aussi impérativement besoin d'eux. La gauche a fait une fermeture totale. Même ceux vers lesquels il pensait pouvoir aller, disons, Carole Delga, même Rebsamen, qui avait rejoint Macron, dit non, je n'irai pas. Donc, à partir du moment où il a une fermeture totale à gauche, où il a un problème quand même avec les écologistes qui ont fait le choix de rester dans le nouveau Front populaire. Qu'est-ce qui lui reste? Il ne peut pas reprendre beaucoup de macronistes parce qu'à ce moment-là... Ah non, la photo de famille poserait une question. Bon, oui. On pourra en avoir peut-être 1, 2, 3, pas trop connus peut-être. Enfin bref, ça ne va pas être facile. Donc il ne reste que LR. Et LR est donc en position de force dans cette négociation. Et ils ont dû effectivement discuter du pacte législatif. Et Barnier aura un peu de choix pour un certain nombre de postes ministériels, c'est certain. Mais honnêtement, c'est miraculeux pour le LR. Enfin, ils avaient perdu les européennes, ils avaient perdu les législatives, ils étaient à quoi, un peu plus de 40 députés, et là, ils sont presque faiseurs de roi. C'est quand même... Je suis assez d'accord avec vous, mais Vincent Couronne, on se questionne donc sur la stratégie précédente. Pourquoi ont-ils mis tellement de temps à imaginer pouvoir intégrer un gouvernement? Comment vous analysez ce changement de pied? Parce que quand on rentre dans quand on veut diriger un gouvernement qui est minoritaire, on n'a que des coups à prendre. On risque la censure. Et puis surtout, la perspective derrière, c'est la présidentielle de 2027. Le RN tout de suite a dit qu'il ne voulait pas rentrer dans un gouvernement, enfin de diriger un gouvernement minoritaire. C'est logique que LR ait la même position en fait. Le poste de Premier ministre est un poste qui est un poste fusible, qui fait que, dès que ça chauffe, en fait, on saute. Et donc, toute sa famille politique en pâtit. Et finalement, le fait qu'ils aient changé d'avis, c'est aussi en réalité la même logique présidentielle, finalement, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, comme ça vient d'être dit, ils ont fait un score tellement faible lors des européennes et surtout des législatives qu'ils se disent on peut peut-être pas tomber plus bas. Et finalement, avoir un peu de visibilité en dirigeant un gouvernement, ça ne peut pas faire de mal dans la perspective des présidentielles, même si Gérard Larcher a dit que s'ils acceptaient, c'était pour l'intérêt national, bien sûr. Bien sûr, et c'est forcément aussi pour l'intérêt national. Voilà, il y a sûrement un peu des deux, quel que soit d'ailleurs le camp politique. On peut l'espérer en tout cas. Michel Barnier, qui aura forcément plusieurs ministres LR, et pourtant il continue d'annoncer cette idée d'un gouvernement pluriel. Enfin, le nouveau mot aujourd'hui, c'est ce mot pluriel. On l'écoute. Je suis un montagnard, c'est un pas après l'autre. En faisant attention, on met les pieds. Et donc je vais constituer le gouvernement la semaine prochaine, avec des ministres sérieux, et un gouvernement qui sera équilibré, représentatif, pluriel. Et naturellement, ma famille politique, j'en suis très très heureux. Je vais aller les retrouver à Annecy, sénateurs et députés. J'ai des relations très amicales et très cordiales avec le président Larcher, avec Laurent Wauquiez, avec Bruno Retailleau et pour les parlementaires qui vont être là. Donc il n'y a pas de problème, chacun aura sa place. Et puis après, il y aura du travail pour tout le monde. Beaucoup de travail, beaucoup de ténacité, beaucoup de courage. Alors il y a ces mots, équilibré, représentatif, pluriel. Évidemment, je l'ai dit en titre, il y a le clin d'œil à la majorité plurielle de Lionel Jospin. Il ne choisit pas ce mot par hasard, Valérie Lecable. Non, parce qu'en dehors des LR, il a quand même vu d'autres personnes. Il a vu les gens de Ensemble pour la République. Ça s'est passé... Ils ont été... Gérald Darmanin a dit, pour une fois, on va faire une participation sans soutien. Donc, une participation sans soutien... Avant, il y avait le soutien sans participation. Maintenant, il y a la participation sans soutien. Donc, l'épée de Damoclès... Puis avec cette histoire de lignes rouges, c'est-à-dire qu'on va quand même placer des lignes rouges et pourrait y avoir des missions collectives. Exactement. Et ils ont même préparé une démission collective des députés de Ensemble si jamais le programme ne leur convenait pas. Mais Michel Barnier va quand même en nommer certains d'entre eux, ça c'est sûr.
infrastructures. Il va aussi nommer, il s'est très bien entendu avec Édouard Philippe de Horizon, avec qui il a une ligne politique très proche. Ils ont un vrai programme de droite tous les deux, ils se connaissent depuis longtemps, ils s'entendent bien. Et alors la surprise, moi j'attendais un peu de voir comment ça allait se passer avec le MoDem, et apparemment ça s'est bien passé. Et d'ailleurs ce mot de équilibré est le mot qui a été employé par le MoDem, c'est-à-dire nous irons à condition que la politique soit équilibrée. Donc je pense qu'il va quand même essayer, au-delà de son cercle rapproché LR, de donner des gages de façon plus large. Et s'il n'arrive pas à Lyon, peut-être il va trouver un petit élu local, socialiste, dans un coin. Parce qu'apparemment, la structure de gouvernement, il va y avoir des postes régaliens forts, avec des compétences fortes et d'expérience, mais il y aura aussi des élus de terrain local, parce qu'il veut absolument que les régions soient représentées. Et peut-être qu'il va essayer d'aller chercher quelqu'un de sensibilité de gauche, un élu de terrain qui ne sera pas très connu, mais qui sera peut-être là. Donc on voit bien qu'il essaye quand même d'élargir le champ, malgré ce noyau dur, les Républicains, pour ne pas donner le sentiment d'être dans leurs mains. Sophie ? Oui, absolument. Et puis, en fait, la gauche, il voit bien, il constitue un... Ils auront sans doute qu'on pourra effectivement trouver quelques élus de terrain qui justifiera, et sans doute avec raison, la nécessité d'y aller. Avec raison, parce que ça peut s'entendre aussi de vouloir aller au service de la France dans un moment où il vaudrait peut-être mieux une démission d'un chef de gouvernement. Et puis tout le Parti socialiste n'est pas sur la ligne non, mais quand même. Mais ils ont tous intérêt. Oui, j'ai bien compris, mais quand même, souvenons-nous qu'au moment de l'hypothèse Cazeneuve, il y a un vote en bureau politique qui est quand même serré. Et aujourd'hui, ils ont intérêt à rester un peu en dehors du jeu, au moins dans un premier temps. Il pourrait y avoir après, pourquoi pas, un gouvernement Michel Barnier 2, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut se faire. Vous lui prêtez une longévité un peu optimiste, mais bon, on verra bien. Un peu audacieuse. Mais de fait, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les mois et dans les années qui viennent. Et il est vrai que pour l'instant, beaucoup misent en tout cas sur l'idée qu'il vaut mieux rester en dehors du jeu, parce que le jeu sent vraiment le cramer. Et donc en tout cas, c'est le cas à droite et le cas à gauche. Et à droite, il me semble qu'ils ont vraiment conscience qu'aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de constituer un bloc face à celui du nouveau Front populaire. Et que donc ce bloc, qui est de lui comme si, effectivement, il s'était vraiment pris dans l'idée qu'il n'y avait plus qu'un bloc de droite et que finalement, c'était plus qu'une question de nuances entre eux. Alors, lors de ces journées parlementaires LR, il y a une phrase de Michel Barnier qui est, elle aussi, intéressante à faire ressortir, et ça concerne son binôme avec le chef de l'État. Voilà ce qu'il a dit devant les parlementaires républicains. Il n'y a pas de domaine réservé, mais des domaines partagés. Alors Vincent Courant, on va commencer par rappeler que domaine réservé, c'est écrit nulle part dans la Constitution. C'est plutôt de l'usage présidentiel, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un usage qui nous vient des débuts de la Ve République, à une époque où le Premier ministre de Gaulle avait voulu, comme ça, essayer de sceller deux domaines, la défense et les affaires étrangères, qui relèveraient du domaine privilégié du chef de l'État. En réalité, ça n'est écrit nulle part dans la Constitution. Donc tout dépend de comment on l'interprète, mais tel qu'on la lit, il n'y a pas de domaine réservé du chef de l'État. C'est quand même intéressant, Maître Gibelin, parce qu'on est à un moment où le Premier ministre, on va parler de sa légitimité aussi, il la tient essentiellement du chef de l'État aujourd'hui, et il faut qu'il marque son territoire. Oui, mais je pense qu'on est dans une configuration assez différente jusqu'au dernier Premier ministre, Gabriel Attal. Oui. Passez-moi l'expression, mais quand même, le président s'est mis dans une nasse à laquelle il ne croyait pas. Bon. Donc, le rapport de force n'est quand même plus le même. C'est-à-dire que se mêler de tous les conseillers partagés de Matignon à l'Élysée, enfin, ça me semble extrêmement dangereux. Et pour lui, le mieux, c'est effectivement de prendre un peu de distance, un peu de champ. Alors, le régalien, la défense, bien sûr, puisque c'est sa fonction, donc ça, c'est normal qu'il la garde. Les affaires étrangères, comme il a quand même beaucoup déstructuré au Quai d'Orsay, il vaut mieux qu'il assume maintenant pour avoir... Non, c'est sur l'Europe que la question va se poser peut-être, parce que Michel Barnier a une expérience et un réseau à Bruxelles qui est pas neutre. Sur l'Europe. Oui. Bon, et ils ne connaissent pas forcément les mêmes gens, ils n'ont pas forcément les mêmes réseaux. Et dans ces cas-là, ça sera peut-être très très utile de jouer sur deux
feux et non pas sur un seul. Je pense que... Ils ont une vision commune. Ils ont une vision commune, ça c'est très important. Mais après, les caractères de l'un et de l'autre étant très très différents, je pense que le président a dû en agacer beaucoup et que c'est Barnier, ça va calmer, et que Barnier va pouvoir se faire mieux entendre. Donc, et puis Barnier, il a son âge et son expérience. Oui. Et par rapport au président, à mon avis, c'est autre chose qu'un Attal ou c'est autre chose que Borne qui n'avait aucune expérience de cet ordre. On revoit la citation de Michel Barnier, c'est clairement l'une des citations du jour. Votre avis sur ce binôme qui en est à ses balbutiements avec Emmanuel Macron? Écoutez, ce qu'on a compris, c'est qu'il allait être jugé au moins par ses pairs, c'est-à-dire, et à commencer par la droite républicaine, sur l'autonomie et l'indépendance qu'il saura afficher par rapport au chef de l'État. On lui a déjà reproché d'aller dîner avec lui assez rapidement ou d'assister à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Je pense que Michel Barnier doit donner des gages à sa famille sur le fait que ça ne va pas être un gouvernement Macron bis, etc. Donc il va utiliser absolument tout ce qui est en son pouvoir pour prendre de la distance. Je crois savoir aussi que il y a quelques ministres du gouvernement Macron qui sont des lignes rouges par rapport à la droite. Je pense à Gérald Darmanin, je pense à Rachida Dati, je pense à Sébastien Lecornu, c'est-à-dire que ce sont et à Éric Dupond-Moretti, ce sont des marqueurs de l'indépendance de Michel Barnier par rapport au chef de l'État. C'est-à-dire, s'ils sont au gouvernement, ça voudrait dire qu'il a cédé, s'ils n'y sont pas, ça voudrait dire qu'il a, entre guillemets, gagné. Qu'il a pris une forme d'autorité et d'autonomie par rapport au chef de l'État, parce que ce sont ceux que le chef d'État souhaite voir continuer pour des raisons différentes. Ses amis politiques ne le souhaitent pas forcément aujourd'hui, tout de suite, ou qu'il soit renouvelé. Donc ce terme de domaine partagé qui a été une discussion depuis qu'il y a ces trois blocs est un marqueur fort, effectivement, de dire il n'y aura pas. Alors pourquoi est-ce qu'il le dit maintenant ? Est-ce que ça concerne un des deux ministres, parce que c'est le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense qui sont concernés directement? Est-ce qu'il y a des discussions? Vous savez que Michel Barnier, quand il aura choisi tout le monde, il doit rendre sa copie à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a une espèce de droit de veto sur certaines propositions. Donc, est-ce qu'on est déjà entré dans cette discussion-là? Comme Michel Barnier a promis un gouvernement pour la semaine prochaine, c'est peut-être le signe. Oui. Alors, vous évoquiez un gouvernement Barnier numéro 2, la question de la longévité du Premier ministre à Matignon. On ne peut pas ne pas se la poser d'ores et déjà, alors qu'il vient à peine d'arriver. Pour l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, sa légitimité est faible. Michel Barnier, sur le papier, il a peut-être, en apparence, le soutien du Rassemblement national, mais c'est une parfaite supposition, parce que le Rassemblement national, à tout moment, peut dire « non, ça c'est une ligne rouge, je ne lui donne pas la confiance ». Sa légitimité n'est pas donnée. Elle ne lui est pas donnée par le président de la République, qui l'a nommé, mais qui ne lui confère aucune légitimité, puisqu'il n'en a pas sur le plan de la majorité parlementaire. Elle ne lui est pas donnée par le Parlement, il doit donc la construire, et il doit la chercher avec les mains. Alors, je ne vais pas répéter ce que vous disiez à l'instant, mais Dominique de Villepin n'avait pas beaucoup de légitimité autre que celle de Jacques Chirac quand il a été nommé à Matignon. Non, et quand Dominique de Villepin a été lui-même nommé à Matignon, il a été très critiqué pour ne pas émaner de la représentation nationale et d'être un technocrate. Donc, bon, voilà, c'est marrant que lui accuse Barnier de ne pas être légitime. Oui. Votre avis là-dessus, Béatrice Gibelin, la légitimité de Michel Barnier, elle peut se jouer lors de la déclaration de politique générale, évidemment. S'il y a une motion de censure déposée, les uns et les autres vont se compter. On l'imagine mal solliciter un vote de confiance. Ce serait quand même un gros coup de poker. Comment vous l'analysez? Mais je pense qu'il a quand même une très très longue expérience de la vie politique. Bon, voilà. On ne peut pas avoir une expérience comme ça sans avoir... suffisamment de connaissances des réseaux, de comment il faut se comporter. Je veux dire, il a une connaissance profonde de l'Assemblée, de comment ça fonctionne. Je suis d'accord avec vous, pardon de vous interrompre. Oui. Ça plaide en sa faveur, mais à côté de ça, il y a les mathématiques. Quoi. Oui, non, il y a les mathématiques, et puis il y a le nombre de députés qui sont favorables. Il y a l'intérêt à soit... Est-ce qu'on a intérêt à foutre le bazar? Oui.
ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à foutre le bazar trop tôt ? Alors, je pense que c'est ça qui va déterminer. Je pense que LR se dit que la motion de censure, c'est pas pour tout de suite, et qu'on va avoir un peu de temps. Le Rassemblement national, vous voulez dire ? Non, LR. Je dis bien LR. Ouais. Bon, le Rassemblement national, de mon point de vue, il ne va pas mettre la motion de censure tout de suite non plus, parce qu'il n'est pas vraiment prêt. Donc si on peut encore avoir un peu de temps, puis il y a des procès qui arrivent, et tout ça est quand même un peu dangereux. Donc gagnons un peu de temps. Voilà, et essayons de calmer le jeu, donc je ne les vois pas déposer. Le seul qui a intérêt au bazar, c'est Mélenchon. À mon avis, c'est lui qui a le plus intérêt à ça. Bon, seulement, ils vont déposer une motion de censure, mais comme on le sait, ils ne sont pas majoritaires, et une fois qu'ils en auront... Et ça oblige... Pardon, allez-y, terminez. Une, deux, et ça ira pas loin. Et je pense en fait que ça peut tenir plus longtemps que ce qu'on annonce. Oui, est-ce qu'il ne va pas mettre dans... Si, il y a le budget, mais ils prendront le 49.3. Ils ne vont pas s'amuser à autre chose. Et compte tenu de la gravité de la situation, je pense qu'un certain nombre de députés... Je mets à côté, évidemment, la gauche. Mais le reste fera très attention pour que ça passe. On va revenir aux questions un peu plus économiques dans un instant, notamment pour parler de la réforme des retraites. Sa légitimité viendra du temps et de son habileté à tenir. Et alors, ce moment de la déclaration de politique générale, Valérie Lecap, c'est aussi, ça va obliger le camp présidentiel, le camp macroniste à se compter. Et ça va être intéressant de voir comment l'aile gauche de ce camp présidentiel réagit. Ouais, ce que je trouve, si vous voulez, il n'y avait pas de Premier ministre légitime. C'est inédit dans la Ve République. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Premier ministre évident, il n'y avait pas de Premier ministre légitime. Oui. Tous les noms, alors, sauf Lucie Castet, mais bon, le chef de l'État n'a pas souhaité la nommer. Les autres noms, Xavier Bertrand n'avait pas de légitimité supérieure à celle de Michel Barnier, et Bernard Cazeneuve d'une certaine façon non plus, puisque les deux étaient en dehors de leur parti politique en plus. Et donc Lucie Castet était légitime. C'est ce que j'ai dit. Oui, bien sûr. On peut en boucler, on va pas ouvrir un long chapitre Lucie Castet. Elle n'avait pas fait campagne, pardon, mais elle n'a pas. On n'a jamais entendu son nom pendant la campagne législative. Et ensuite, on l'a sorti du chapeau. Mais elle était légitime au nom du groupe arrivé en tête. Mais je l'ai dit. Excusez-moi, mais on est d'accord, c'était la seule légitime, mais Macron n'a pas voulu. Et elle tombait de nulle part, en effet. Après, moi, il y a un sujet, et on est au Sénat, et je profite pour en parler, dont on ne parle pas assez, c'est le soutien des sénateurs aussi. Bien sûr. Et dans la configuration parlementaire dans laquelle on est, ça va être important, parce que notamment, on a vu pendant la loi sur l'immigration que c'est finalement la commission mixte paritaire, avec les sénateurs et une partie des députés, qui avaient donné la majorité au texte. Et donc, quand on est dans des blocages institutionnels entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et vous avez vu que Gérard Larcher est toujours sur la photo, et que lui, il a dit qu'il soutiendrait Michel Barnier. Et donc là, il y a une légitimité renforcée grâce à... oui, puisque vous avez 7 sénateurs et 7 députés dans la commission parlementaire, comme les LR soutiennent, les sénateurs soutiennent Michel Barnier, ça lui fait un soutien supplémentaire. Allez, je reprends la main comme promis pour parler de la réforme des retraites, et j'invite Alexandre Poussard à nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Cette question, c'est... Est-ce que la réforme des retraites va passer l'automne ? Oui, c'est une vraie question, car le 31 octobre, il y aura un débat à l'Assemblée nationale sur une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites 2023, qui avait repoussé l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Une proposition de loi déposée par le Rassemblement national. Alors, sur le papier, si on additionne les voix du RN et du nouveau Front populaire, ce texte peut être adopté, mais dans les faits, la gauche refuse par principe de voter un texte du RN et veut déposer son propre texte. Alors si les députés abrogent la réforme des retraites, eh bien, il faudra ensuite que le Sénat adopte dans les mêmes termes cette proposition de loi, ce qui est impensable pour la majorité de droite du Sénat. Mais quand même, si les députés abrogent la réforme des retraites, ce sera quand même un acte politique fort. Et d'une certaine façon, Michel Barnier sera obligé d'en tenir compte ? Ah oui, alors on voit mal Michel Barnier annoncer qu'il veut revenir à un âge de départ à 62 ans. C'est hors de question pour le
le camp présidentiel et pour les Républicains. Et puis Michel Barnier avait défendu la retraite à 65 ans en 2021 à la primaire LR à la présidentielle. Mais la semaine dernière, aux 20h de TF1, le Premier ministre annonçait qu'il souhaitait, je cite, ouvrir le débat sur l'amélioration de cette loi pour les personnes les plus fragiles, sans pour autant tout remettre en cause. Alors justement, on regarde un peu dans le détail ce que pourraient être ces améliorations. Eh bien, quand Michel Barnier cite les personnes les plus fragiles, on pense à de nouvelles mesures pour mieux prendre en compte la pénibilité du travail qui concerne des millions de travailleurs. Il est vrai que la dernière réforme des retraites était assez timide sur ce point. On retient juste la création d'un fonds d'investissement pour la prévention censé financer des actions dans les entreprises pour améliorer les conditions de travail. Et dans ces améliorations, cela peut être aussi des mesures pour favoriser l'emploi des seniors. L'an dernier, lors du débat sur la réforme des retraites, la majorité de droite du Sénat avait voté la création d'un CDI senior exonéré de cotisations sociales et les sénateurs avaient également voté en faveur d'un index senior qui était censé inciter les entreprises à être plus transparentes sur l'emploi des seniors, deux mesures qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel, à voir maintenant si elles vont être remises sur la table. En tout cas, ces améliorations, eh bien, Michel Barnier veut en débattre avec les partenaires sociaux, avec les syndicats qui avaient été un petit peu mis de côté dans la précédente réforme des retraites. Alors, la CGT ne veut pas discuter. La CFDT, en revanche, est prête à en discuter à condition de suspendre l'application de la réforme des retraites. Merci beaucoup, Alexandre. Vincent Couronne, est-ce que c'est un siège éjectable pour Michel Barnier, cette réforme des retraites ? Eh bien, moi je pense qu'il a... Ou pas, peut-être que c'est une idée un peu rapidement exprimée. Je pense qu'il a raison de ne pas vouloir ouvrir la boîte de Pandore, en tout cas de ne pas vouloir l'ouvrir trop grande, parce qu'il y a des divergences telles entre les différents groupes à l'Assemblée nationale et, comme vous l'avez dit, entre l'Assemblée et le Sénat sur le sujet qu'en fait, on ne peut pas tout renégocier sur la réforme des retraites, puisqu'il prendrait en fait le risque d'une censure très facile sur un sujet comme celui-là, très symbolique et très fort pour l'opinion publique. En revanche, ce n'est pas certain que cette loi, elle arrive même au stade du Sénat, puisque même si elle est vraiment déposée à l'Assemblée nationale et débattue, elle pourrait tout simplement être déclarée irrecevable dès le départ, puisque pour les députés, quand ils font des propositions, ils ne peuvent pas aggraver les charges publiques, sauf à les compenser par des recettes correspondantes. C'est l'article 40. Voilà, de la Constitution, tout à fait. Et alors, ce qu'on voit dans la proposition de loi, c'est que l'idée des députés RN, notamment qui ont déposé, qui proposent cette abrogation pour le moment, c'est de compenser par une augmentation des taxes sur le tabac. Mais simplement, ils disent une augmentation en concurrence de ce qu'on perd sur les retraites. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire combien, en fait. Donc, il va falloir modifier cette proposition de loi pour éviter qu'elle soit irrecevable et qu'on la considère comme aggravant les charges publiques. Béatrice Gibelin, le fait de replacer éventuellement les partenaires sociaux au centre d'une négociation, même si c'est à la marge, c'est peut-être aussi une façon de se démarquer d'Emmanuel Macron. Comment vous l'analysez, ça ? C'est de très bonnes stratégies. C'est la CFDT, bien évidemment. On sait l'affrontement Laurent Berger et Emmanuel Macron pendant le combat de la retraite. Bien sûr, ça a été des points très durs. Et Barnier est beaucoup plus habile que ça. Il a dit d'entrée de jeu, les syndicats, on en a besoin, et on a même besoin de syndicats forts, il avait ajouté. Donc, remettre la CFDT dans le jeu tout de suite, c'est très, très habile. Seulement, je crois qu'il va prendre un peu son temps, parce qu'il ne va pas commencer tout de suite par lancer ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Il va attendre sans doute le 31 octobre, la liste parlementaire du RN. Le 31 octobre, eh bien, on pourra démontrer que c'est irrecevable. C'est ce que souhaite, de mon point de vue, le RN. Parce que le RN ne veut pas se retrouver non plus confronté à cela. Donc, c'est un jeu de poker-menteur en permanence dans cette affaire. Et donc, il est obligé de le faire parce qu'il l'a tellement claironné qu'il le ferait et essayer de donner le pion à LFI. Mais bien évidemment, il n'est pas question que ça puisse être pour de vrai. Comme on dit quand on joue. Voilà. Donc à ce moment-là, ça devient irrecevable parce qu'effectivement, c'est complètement farfelu de dire qu'on va augmenter le tabac, mais on ne sait pas combien il faudrait, combien ça va coûter pour les retraites. Donc tout ça est vraiment un écran de fumée et on est sur un théâtre, incontestablement. Oui. Avec
un seul objectif, mais qui est relativement atteint, c'est d'être les premiers, avant le nouveau Front populaire, à le mettre sur la table, en fait. La stratégie du RN, c'est évident. Non, mais moi, je suis d'accord avec tout ça a été dit, bien évidemment, mais on peut rajouter aussi que l'une des raisons principales pour laquelle Michel Barnier a été nommé, c'est qu'il s'est engagé à ne pas abroger la réforme des retraites, en fait, puisque... C'est sans doute ce qui a bloqué, d'ailleurs, la candidature de Bernard Cazeneuve. Voilà, qui a eu un veto absolu d'Alexis Collère. Soit dit en passant... Secrétaire général de l'Élysée. Je tiens à rétablir les faits. Bernard Cazeneuve n'a jamais proposé une abrogation de la réforme des retraites. Il a proposé simplement de mettre plus de justice dans la réforme des retraites. Je pense en particulier aux femmes, par exemple. Vous savez qu'à un moment, on avait parlé de retraite plancher, etc. pour les femmes, ce qui finalement n'a pas été adopté. Et ça a été une vraie supercherie de mettre sur le dos de Bernard Cazeneuve le fait qu'il avait demandé ça, parce que c'est inexact. Mais du coup, ils ont pu dire que Michel Barnier ne voulait pas abroger la réforme des retraites, ce qui était très responsable et qui a recueilli l'assentiment du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, qui, soit dit en passant, évoquait le nom de Michel Barnier plus d'un mois auparavant. J'espère que vous vous en souvenez. Bien sûr. Et donc, qui a œuvré extrêmement habilement dans les coulisses pour faire progresser cette idée pendant que les autres s'agitaient sur la scène politique sans beaucoup de chance de s'en sortir. Et donc, si la CFDT revient dans le jeu, c'est d'autant plus intéressant qu'on sait que Laurent Berger était une possibilité forte de Premier ministrable, qu'il n'a pas souhaité répondre positivement à cette proposition. Et en vous écoutant, madame, je me disais peut-être que, étant donné les relations très sympathiques qu'ont eu Emmanuel Macron et Laurent Berger pendant un certain nombre de mois, ça ne l'a peut-être pas incité considérablement à aller à Matignon dans cette configuration-là. Mais que Laurent Berger revienne dans le jeu d'une façon ou d'une autre, ce serait bien évidemment, mais ça ne serait plus Laurent Berger. Non, s'il est à la tête de la CFDT. C'est très bien, je crois. Mais elle est remarquable aussi. Oui, alors, voilà. je voudrais qu'on parle maintenant de l'obsession présidentielle, parce que tout ce qu'on raconte depuis plusieurs jours, finalement, l'espèce de fil rouge pour comprendre la stratégie des uns et de l'autre, évidemment, c'est le calendrier présidentiel. Dans un monde idéal, ou dans beaucoup d'autres pays européens, qu'est-ce qui se serait passé après les résultats des législatives? 2 ou 3 grands partis se seraient mis autour de la table, auraient négocié un accord de gouvernement, et on aurait une majorité solide. Bref, on est en France, donc tout le monde rêve de la présidentielle. Tiens, un dernier exemple. Écoutez, Bruno Le Maire quittant Bercy ce matin. Je continuerai naturellement, je le précise, à habiter en France, qui est ma patrie, ma vie, ma passion. Mais cela fait 22 ans que je suis engagé dans la vie publique. Comme conseiller de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin pendant la crise en Irak, comme député, conseiller régional, ministre des Affaires européennes, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Économie et des Finances, il est temps pour moi de respirer un air différent de la politique. Le monde est vaste. La France est immense. Ne vivons pas dans un étui. Et après, qui vivra verra. Évidemment, le plus important dans la tirade, ce sont les 3 derniers mots, ou les 4, après, qui vivra verra. Sophie, comme Bruno Le Maire, beaucoup mise sur une présidentielle anticipée à droite, mais aussi à gauche. Absolument, Thomas. Et Édouard Philippe, d'ailleurs, passionné de boxe, on le sait tous, a été le premier à enfiler ses gants et à monter sur le ring. Alors, il est monté très en avance, sans doute un peu trop, au risque de s'affaiblir, mais il a suscité le mouvement. Ce mouvement que l'on observe avec, effectivement, Bruno Le Maire et d'autres quelques jours plus tard. En effet, on a vu Gabriel Attal. Alors, Gabriel Attal, il a fait ses adieux sur le perron de Matignon, mais ça ressemblait quand même beaucoup à des au revoir, un pré-lancement de campagne, et donc Bruno Le Maire, ce jeudi à Bercy, devant une centaine de convives, et que dire de la concurrence féroce entre Laurent Wauquiez et David Lisnard, du même camp, en tout cas autrefois, un temps. Leurs mouvements aujourd'hui sont à analyser au prisme de la concurrence féroce entre eux et d'événements présidentiels qui donc pourrait bien s'accélérer si le gouvernement Michel Barnier venait à échouer. C'est du moins ce qu'ils croient ou ce qu'ils espèrent. Pas seulement à droite, Thomas, parce que
tous, sans vouloir se l'avouer publiquement, ni même d'ailleurs, sans vouloir l'avouer publiquement, ni même se l'avouer à eux-mêmes ou à leurs équipes, ils commencent tous à danser au rythme de cette petite musique que moi je trouve désagréable, de la démission du chef de l'État. Et c'est sans doute ce qui explique une passe d'armes en cours, un peu occultée parce que la droite aujourd'hui occupe tous les écrans, mais importante entre Jean-Luc Mélenchon et le député de la Somme, François Ruffin. La bataille a commencé et c'est une lutte à mort. Pourtant, ils ont été très proches. Et oui, ils ont été très proches. Lors des débuts parlementaires du patron du journal Fakir, donc François Ruffin, ils ont une culture commune, ils ont le même goût de la lutte, ils ont le même mode de fonctionnement. Et puis ce sont deux grands ancieux et figurez-vous Thomas, deux fleurs bleues. Voilà. Allons bon. Ah ben oui. Mélenchon aussi a pu voir chez lui une sorte de disciple. Je vais passer sur les épisodes de déchirement larvé parce qu'ils sont longs, mais on va se concentrer sur les législatives. François Ruffin a largué les derniers amarres qui le retenaient au navire du noyau dur des Insoumis, dirigé par un vieux capitaine qui s'est lui-même attaché au mât. Alors on va citer cette phrase de François Ruffin. Assez importante, mes désaccords avec Jean-Luc Mélenchon sont connus. Ils sont profonds sur la démocratie, sur le bruit et la fureur plutôt que la force tranquille. Et donc ma place ne sera pas dans le groupe La France Insoumise, a-t-il prévenu juste avant le deuxième tour. Et chez lui, fin août, dans la Somme, il a réuni tous ses amis de la gauche radicale qui sont lassés des excès de Jean-Luc Mélenchon. Il sort aussi un livre, François Ruffin. Absolument. Et là, ce n'est pas inhabituel parce que c'est même une pratique chez lui à la fin de chaque été depuis quelques années. Mais le titre, cette fois-ci, vise à dégommer. Et ce titre, je vous le lis, Itinéraire, ma France en entier, pas à moitié. Et donc celui qui veut dégommer, c'est évidemment Jean-Luc Mélenchon. Et au fil de très nombreux rendez-vous dans les médias ces jours-ci, vraiment, la charge est puissante contre une dérive qu'il juge communautariste du triple candidat à la présidentielle, donc Jean-Luc Mélenchon, et plus encore depuis le 7 octobre. Il y a quelques jours, dans un cortège contre Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, en effet, a jugé publiquement que la tentative de reconquête du vote populaire des campagnes et des villes petites et moyennes, qui est le combat emblématique de François Ruffin, c'est du temps perdu. Pour Jean-Luc Mélenchon, seuls les quartiers comptent et ça pourrait d'ailleurs, sur ce thème, chauffer ce week-end. Alors expliquez-nous pourquoi ce week-end ? Eh bien parce que c'est la fête de l'humanité, eh oui, bien sûr. Fête de l'humain. C'est le rendez-vous annuel de toute la gauche et pas seulement des amateurs de bière et de bon son. Donc c'est la fête de l'humanité et François Ruffin, comme Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres, tous, y ont des rendez-vous et il est bien possible que les proches de Jean-Luc Mélenchon s'organisent pour montrer ce dont ils sont convaincus. Le député de la Somme ne bénéficie absolument pas des soutiens. S'il bénéficie de soutien dans les médias, ne bénéficie pas du tout du poids populaire pour s'engager dans une présidentielle, surtout pas en ce moment. Et le thème est déjà trouvé. Moi, j'entendais un député insoumis qui me disait ces jours-ci, François Ruffin, il a tout gobé du RN. Et ça laisse augurer de relations encore bien tendues. Alors, je voudrais bien vous entendre les uns et les autres sur ce match Ruffin-Mélenchon, avec effectivement cette sortie du député. C'était à la fois sur BFM TV et dans le Nouvel Obs. Il le regrette, il déplore que la France insoumise abandonne une partie du pays et construise des murs au lieu de construire des ponts. Valérie Lecable, Ruffin-Mélenchon, le match, est-ce qu'il est forcément perdu pour le député de la Somme ou pas du tout ? Moi, je ne crois pas, non. Pourquoi il serait perdu ? Je ne sais pas, je pose la question. Quand vous regardez les chiffres de Mélenchon qui sont sortis là aujourd'hui, il est à 9% seulement d'intention pour la présidentielle. Ouais. Il est très très loin de Gabriel Attal, d'Édouard Philippe, de tout un tas de gens, voilà, de François Hollande, qui pour la première fois est dans ses études, alors qu'avant il n'y était jamais. Ouais. Et Jean-Luc Mélenchon a une cote de rejet qui est aussi très élevée, voire la plus élevée aujourd'hui. Il est l'homme le moins aimé de France parmi les hommes politiques, je pense qu'on vit encore sur la présidentielle de 2022 où effectivement il avait fait ce score justement de 22% à l'époque et qui lui avait donné une légitimité. Et sa stratégie est clairement d'aller attaquer son noyau dur, comme le dit d'ailleurs Ruffin, c'est-à-dire de faire du communautarisme, d'aller chercher parmi cette population-là qui lui est acquise et à partir de ça, de construire un socle pour essayer de l'élargir et de dire, écoutez, c'est comme ça a marché en 2022, c'est-à-dire c'est moi qui suis en tête, donc vous allez voter pour moi. Mais il n'est pas
vraiment en tête, en fait. Ou alors, il est à un niveau qui est aujourd'hui bas. Je rappelle, par exemple, que Raphaël Glucksmann a eu quasiment 14% de pourcentage de voix aux élections européennes. Donc moi, je pense que le paysage à gauche a changé, a évolué. Vous avez parlé du bureau national. Ouais. Jean-Luc Mélenchon a toujours commencé autour de 10%. Hein. Je dis ça juste pour se souvenir des dernières présidentielles. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres personnalités, peut-être plus qu'il y a quelques années, qui pourraient surgir du bois. Donc, François Ruffin pense être une de celles-là. Vous pouvez me poser une question? Non, j'en ai une autre, mais pour Vincent Couronne. D'accord, donc François Ruffin pense pouvoir challenger Mélenchon. Il a été absolument furieux. Clémentine Autain le pense aussi, d'ailleurs. Ils sont toute une bande, mais est-ce qu'ils ont le pouvoir, est-ce qu'ils ont l'influence? Moi, je pense qu'il a fait une erreur majeure, Mélenchon, que la France insoumise ne lui pardonne pas, c'est d'avoir exclu aux législatives, Garrigos, Corbière, Rachel Garrido. Aidez-moi, voilà. Ouais. Il a exclu parmi les meilleurs d'entre eux, qui étaient des amis proches et de Ruffin et de Clémentine Autain. Et ça, je pense qu'il a franchi la ligne et que politiquement, ça peut lui coûter. Je reviens sur la question de la présidentielle anticipée. Votre avis là-dessus? Est-ce que on est en train, vous dites, c'est assez désagréable cette petite musique d'une démission d'Emmanuel Macron. Je suis pas loin de vous rejoindre. Est-ce que c'est totalement délirant? Bon, c'est possible. Juridiquement, c'est-à-dire que le président de la République qui démissionne, on a une nouvelle élection présidentielle. Le seul problème, c'est que s'il démissionne dans les mois qui viennent ou à moyen terme, le nouveau président élu ne pourra pas dissoudre l'Assemblée nationale avant le mois de juin prochain, puisqu'il y a un an de carence entre deux dissolutions. Donc c'est pas forcément s'il espère démissionner en espérant pouvoir faire gagner son camp plus facilement derrière, ça changera pas grand-chose à la situation. Mais qu'est-ce qu'il faudrait comme enchaînement pour arriver à ce cas de figure? On imagine mal un Emmanuel Macron en arriver là quand même. Non, parce qu'on a déjà eu des cohabitations en plus en France. Donc à mon sens, dans le pire des cas, Emmanuel Macron accepte qu'il a un gouvernement en cohabitation et que lui se retranche. Alors soit sur son domaine réservé, et qu'il n'en est pas vraiment un, mais voilà, il se retranche à l'Élysée, puis il attend que ça passe, comme l'avait fait Jacques Chirac. Si Michel Barnier est censuré, moi je suis d'accord, ça serait mauvais pour Macron. Bien sûr, mais Emmanuel Macron, de toute façon... Pas tout de suite. Oui, mais il n'a pas d'intérêt particulier à démissionner, parce qu'en plus de ça, il ne peut pas se représenter. Mais ce n'est pas une question d'intérêt, excusez-moi d'intervenir, mais si Michel Barnier est censuré, il a mis 50 jours à le trouver, ça serait quand même une gifle pour Emmanuel Macron. Et s'il n'arrivait pas à constituer un autre gouvernement derrière, au bout d'un certain temps, ça poserait quand même une question. Ou alors, il peut très bien décider de faire le jeu du régime parlementaire et de laisser au Parlement le soin de trouver un Premier ministre et un gouvernement. C'est pas ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Non, mais bon, après... Effectivement. Béatrice Gibelin, votre avis? Moi, je pense que pousser un président à la démission, parce que ce seraient les parlementaires qui feraient que ça serait la démission. Bon, ça serait nécessairement. Motion de censure, on n'arrive pas à trouver. Il est vraiment dans l'impasse. Bon, il est contraint de. C'est une sacrée responsabilité vis-à-vis de l'opinion publique et des électeurs. Et à l'international. Et à l'international de s'amuser à ce genre de choses. Donc, on peut nous faire tous les scénarios qu'on veut. C'est notre job et notre passion. Mais c'est pas. Les deux à la fois. Mais à mon avis, c'est pas pour demain qu'on va prendre ce risque-là. Les deux groupes qui prendraient la responsabilité, ça veut dire quoi? La gauche et le RN. Parce que, pour faire tomber et obliger à mon sens, prendrait une responsabilité colossale vis-à-vis d'un grand nombre d'électeurs. Et ils sont prêts ni l'un ni l'autre. Et ils ne sont prêts ni l'un ni l'autre. Donc ils ne le feront pas. Donc moi je ne. Jean-Luc Mélenchon est très prêt. Oui, mais il est le seul. Et ça ne suffit pas. Il faut pas oublier les choses. C'est que dans la gauche aujourd'hui, ils savent très bien, en tout cas les sociodémocrates et une partie des socialistes, que Mélenchon est le mal-aimé et vraiment le rejeté. Donc si on voit Hollande revenir dans la course et la façon dont il a soutenu Cazeneuve avec la corde du pendu, c'est quoi? C'est bien parce qu'il a l'intention de revenir dans le jeu et essayer de reprendre du poids
On parle plus de Glucksmann, hein, vous en le remarquerez. On en reparlera. Oui, peut-être, mais pour l'instant, non. C'est reprendre du poids pour essayer de rééquilibrer le rapport LFI et le rapport socialiste. Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. Exactement. On n'a pas fini de les ausculter, de décortiquer les sondages. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à très bientôt sur Public Sénat.